Depuis maintenant 5 ans, Dalpé Millette est heureux de vous recevoir et de partager avec vous ses vues sur l'économie et les marchés financiers. Le célèbre gestionnaire de portefeuille Peter Lynch disait que si vous passez 10 minutes par année à étudier l'économie, c'est 10 minutes de trop. Malgré ça, vous répondez à l'appel en grand nombre encore cette année. Nous vous en remercions. Au cours des dernières années, l'actualité et les défis découlant de la crise financière de 2008 ont alimenté nos sujets de discussion. Il y a 2 ans, j'ai tenté de mettre en relation le défi majeur que représentait pour la plupart des pays industrialisés celui du contrôle des dépenses de l'État dans un contexte de déficit énorme et grandissant et du vieillissement de la population. Mon allocution de l'an dernier a traité d'Europe, de Japon et, pour l'investisseur patient, des opportunités de croissance intéressantes du marché boursier pour la prochaine décennie. Toutes nos présentations des dernières années sont disponibles en format vidéo sur notre site Internet dalpemillette.com. Celle-ci le sera également dans les prochains jours. Les habitués de cette allocution annuelle savent que j'essaie à chaque année de dépasser le cadre de la lecture des événements du jour et d'apporter un éclairage à une perspective plus longue, tout en tentant de prévoir les tendances à moyen et à long terme, qui ne sont pas nécessairement celles qui intéressent le day trader. C'est cela qu'on tentera de faire encore cette année. Notre arrivée chez Richardson JMP s'est produite il y a un peu plus d'1 an. Le temps court, en effet. Dalpé Millette célèbre en 2013 sa 15e année d'existence. Peu d'équipes dans notre domaine survivent à 15 ans, et c'est d'autant plus remarquable dans le contexte économique et financier exigeant de la dernière décennie. Je suis très fier des réalisations de notre organisation, de mes dévoués collaborateurs et de la confiance que nos clients ont envers nous, par beau temps comme par mauvais temps. Merci, au nom de l'équipe. Ma reconnaissance vous est sans borne. Vladimir Ilyich Lénine disait « Il y a des décennies où rien n'arrive, et il y a des semaines où des décennies arrivent. » Il me semble que ceci décrit bien certaines semaines des dernières années et illustre bien les grands bouleversements en train de se produire, le tout accompagné de grandes incertitudes et de volatilités marquées. Nous en sommes à 13 ans d'un marché boursier baissier, au bear market, aux États-Unis. Le Nasdaq est encore 40 % plus bas que son haut et les indices Dow Jones et Standard & Poor's 500 sont essentiellement au même niveau. Et c'est pire en Europe et au Japon. Le bear market moyen aux États-Unis dure environ 11 ans, du plus court de 4 ans au plus long de 20 ans. Sommes-nous au bord d'un nouveau marché boursier haussier, ou bull market, ou avons-nous encore pour un autre 7 ans de famine? Depuis la grande récession de 2008, la plupart des pays industrialisés ont injecté de vastes quantités de stimuli fiscaux dans leur économie respective pour alimenter la croissance et combattre les récessions. Ces politiques fiscales activistes ont résulté en des déficits et des endettements records. La détérioration dramatique des finances publiques, combinée aux crises successives du renouvellement de la dette en Europe, ont accentué les préoccupations sur la soutenabilité des finances publiques dans le monde industrialisé. Plusieurs politiciens conservateurs sont particulièrement irrités par l'apparente hausse sans fin des déficits et de l'endettement. Avec une croissance économique si anémique, malgré un support sans précédent des politiques fiscales, ils critiquent l'à propos de ces mesures qu'ils qualifient d'autrement inefficaces, voire de dangereuses. Leurs arguments reposent principalement sur le fait que ces politiques apportent d'énormes distorsions au système de marché libre et qu'elles nuisent au processus d'auto-nettoyage des abus et mènent éventuellement à des catastrophes financières encore plus grandes. Mais même les partisans de l'intervention de l'État dans l'économie, et c'est encore plus vrai en temps de crise, ne s'entendent pas. Lorsqu'il s'agit de stimuler la croissance économique, il existe toujours 2 visions qui reflètent des philosophies et des croyances fort différentes. Les économistes libéraux souhaitent plus de dépenses gouvernementales, alors que les conservateurs veulent plus de baisse d'impôts. Techniquement, les dépenses gouvernementales sont plus efficaces à créer de la demande et à stimuler la croissance. La raison est qu'une partie des baisses d'impôts finit par être épargnée,
nuisant à l'effet multiplicateur générant la croissance. Les dépenses gouvernementales ont donc un impact immédiat plus important sur la demande finale. Par contre, il est aussi vrai que des impôts plus bas procurent davantage d'incitatifs pour les individus et les entreprises d'investir et de générer plus de revenus. Par conséquent, des baisses d'impôts procurent un effet beaucoup plus durable à la promotion de la croissance. Les années Reagan aux États-Unis, au début des années 80, en sont un exemple. Ainsi donc, il semble raisonnable de croire qu'en période de crise, le gouvernement devrait dépenser plus pour stabiliser la demande globale, mais que pour stimuler la croissance économique à long terme, des impôts plus bas et un gouvernement moins omniprésent sont la solution. Par conséquent, la politique économique est correcte ou erronée, dépendamment du contexte économique et des circonstances. Il est clair que cette subtilité a échappé à plusieurs politiciens, intentionnellement ou non. Que ce soit aux États-Unis ou en Europe, la plupart des pays occidentaux sont à ce point endettés que les marchés financiers ont plus d'influence sur leur politique que leur propre population. On peut certes se demander pourquoi les pays démocratiques sont si pathétiques à gérer leurs finances de façon durable. Nous avons tenté de répondre à ceci lors de mon allocution il y a 2 ans. L'abandon en 1971 de l'étalon or par les États-Unis a déclenché une révolution et a libéré les pays occidentaux de la nécessité de moduler leurs dépenses à leurs revenus limités. La bulle de la monnaie s'est perpétuée pendant 4 décennies, les banques centrales pouvant créer de la monnaie par magie, les banques pouvant, semble-t-il, offrir du crédit illimité, et les consommateurs et les gouvernements pouvant s'endetter sans contrainte. Ceci se perpétua jusqu'au moment où la plus grosse bulle de crédit de l'histoire éclata, d'abord aux États-Unis, mais rapidement ensuite un peu partout au monde. En ce moment, la seule alternative viable à court terme pour se sortir de ce labyrinthe est d'emprunter des trillions additionnels. Après 4 ans de crise financière, l'équilibre entre la démocratie et les marchés a été détruit. La dépendance des gouvernements envers les marchés a crû à tel point que l'affrontement entre les marchés et la démocratie se joue maintenant à ciel ouvert dans les rues d'Athènes, de Madrid, de Dublin et de Paris, sur les ondes des talk-shows en Allemagne, au sommet économique des pays et en campagne électorale. Les projecteurs de la démocratie sont maintenant tournés sur les marchés financiers, qui ne sont pour la plupart des citoyens que des milliards de transactions silencieuses faites sur le Web. Chaque minuscule mouvement est analysé, craint, applaudi ou condamné, et les actions des politiciens sont jugées selon qu'ils aident ou nuisent aux cotes financières. La crise financière est devenue une crise de démocratie. Peu importe la volonté politique et les moyens utilisés, si l'économie ne réussit pas à réduire significativement dans les 3 à 5 ans le taux de chômage très élevé dans la plupart des pays occidentaux, sans parler des taux de chômage de 50 % pour les jeunes, il est difficile de voir comment le climat social ne sera pas davantage explosif, comment les pays pauvres n'iront pas envoyer promener les marchés et les pays riches n'iront pas envoyer paître les pays pauvres qu'ils soutiennent surtout en Europe depuis 4 ans. Parlons un peu des États-Unis. Le président Reagan observait que rien à Washington n'est aussi permanent qu'un programme gouvernemental temporaire. Cette fois-ci, les mesures économiques et les programmes sociaux, soi-disant d'urgence, adoptés il y a 5 ans et qui ont mené à des déficits records et des taux d'intérêt à 0 %, perdurent toujours. Qui a besoin de TV-réalité lorsqu'on a des débats sur le relèvement du plafond de la dette à chaque saison, il semble? 1 minute après minuit, une entente est intervenue qui essentiellement annule les hausses d'impôts, sauf pour les plus riches, qui devaient prendre en effet automatiquement et remet à plus tard les coupes prévues dans les dépenses. Que certains aient cru que cela représentait une amorce de solution dépasse l'entendement. Que la valeur boursière de l'ensemble des compagnies américaines ait gagné 3 % suite à la nouvelle montre la vision de très court terme qui prévaut ces temps-ci. Cette entente n'a bien entendu absolument rien fait pour ralentir la croissance fulgurante des dépenses de programme et les maigres gains en revenus n'affecteront presque en rien la lourdeur du déficit budgétaire américain. En effet,
les hausses prévues d'impôts rapporteront quelque 62 milliards de dollars par rapport à un déficit budgétaire prévu de 1 100 milliards de dollars. L'approche kick la canne par en avant, suivie par des conférences de presse annonçant la solution miraculeuse et durement gagnée, ne visait qu'à vendre au public l'habilité de leurs représentants à faire leur travail en opposition à ce qui se passe en Europe. The Economist disait dans un article récent qu'au cours des 3 dernières années, les leaders américains ont regardé avec dégoût, à peine voilé, la gestion de la crise en Europe. Autant à la Maison-Blanche qu'à Capitol Hill, on se demandait comment les politiciens européens pouvaient faire preuve d'autant d'incompétence à gérer leurs problèmes économiques. Si accros aux solutions de dernière minute et de court terme, si incapables de s'entendre sur une stratégie à long terme pour la devise unique. Ces critiques sont valables, mais ceux qui les ont faites devraient maintenant retirer la poutre de leurs propres yeux. L'économie américaine n'est peut-être pas aussi amochée que celle d'Europe en ce moment, mais l'inefficacité de ces politiciens, mise en lumière par les débats sur le fiscal cliff, suggère que les modèles de dysfonction à Washington sont étonnamment semblables à ceux de la zone euro. Aucune autre économie majeure ne requiert une législation séparée pour autoriser un niveau de dette spécifique. Partout ailleurs, lorsqu'un budget est passé, il existe une approbation implicite d'emprunter l'argent requis, incluant tout montant relatif au déficit et même au dépassement imprévu de ce déficit. Ce serait faire erreur que de prendre réconfort dans le calme apparent des marchés pour l'acceptation de déficits fédéraux dépassant 1 trillion de dollars au cours de chacune des 4 dernières années, car la détérioration fiscale à venir au cours des prochaines décennies sera sans précédent et insoutenable. Le défi pour les investisseurs est de prévoir lorsque le déclenchement de la crise se produira. Bank Credit Analyst de Montréal a examiné la question de près et ne craint pas une crise immédiate. Divers signes d'un stress fiscal existent lorsque le gouvernement absorbe une proportion grandissante des épargnes privées, lorsque les paiements d'intérêts représentent un poids grandissant de l'utilisation des revenus de l'État, lorsque le gouvernement a épuisé son habilité à oser le fardeau des impôts, lorsque les sources de financement traditionnelles commencent à se tarir et lorsque les craintes d'inflation et ou de défaut mènent à une augmentation de la prime de risque sur les taux d'intérêt ou une chute de valeur sur la devise. Selon BCA, aucun de ces signes ne sont apparents présentement, ce qui signifie que le gouvernement américain bénéficie de temps et d'espace pour continuer à creuser son propre trou fiscal. Ce sera difficile de prévoir quand les marchés perdront patience avec les perspectives fiscales américaines, mais l'impact démographique sur la tendance des finances publiques seront de plus en plus apparents dans les prochains 5 à 7 ans, suggérant que les tensions dans les marchés commenceront à apparaître avant cela. L'Europe est à l'heure des choix de vie. J'émettais l'hypothèse l'an passé à cette tribune que les académiciens mayas n'avaient pas prévu la fin du monde en 2012, seulement celle de l'Europe. Il sent bien que ce n'était pas le cas, en tout cas pas en 2012. George Friedman de Stratford argumente que 2013 sera l'année où on commencera à avoir un peu plus de clarté sur le futur de l'Europe. La question est de savoir si l'Union européenne se stabilisera, arrêtera sa fragmentation et se préparera pour plus d'intégration et d'expansion. Ou bien, si les tensions s'intensifieront, les institutions perdront encore plus de légitimité et les États membres augmenteront la cadence avec laquelle elles poursuivent leur propre politique domestique et internationale. Ça fait plus de 4 ans, depuis la crise de 2008, et environ 2 ans, que cette crise a généré une crise de dette souveraine et crise bancaire en Europe. Depuis ce temps, la crise financière est devenue une crise économique, avec l'Europe tombant en récession et le taux de chômage excédant 10 % à travers le continent. Plus important, ce fut une période où l'appareil décisionnel créé à la fondation de l'Union européenne a été incapable d'imaginer des politiques de solution qui étaient à la fois largement acceptables et applicables.
les pays de l'Union européenne se sont affrontés moins comme faisant partie d'une entité politique unifiée que comme des nations individuelles poursuivant leur intérêt propre dans ce qui est devenu un jeu à somme nulle, où les succès de l'un sont venus aux dépens d'un autre. Ceci est apparent de deux façons. D'abord, sur quel pays doit reposer la charge financière de stabiliser la zone euro? Les pays à santé financière saine veulent que les pays faibles portent le fardeau via des mesures d'austérité. Les pays faibles, quant à eux, veulent que les pays forts portent le fardeau par la continuation de prêts en dépit des risques de plus en plus grands que ces prêts ne seront jamais entièrement remboursés. La résultante a été une recherche constante de compromis qui n'a jamais vraiment fonctionné. La seconde en est une de classe. Est-ce que le fardeau doit être supporté par les classes moyennes et inférieures par des coupures dans les dépenses gouvernementales dont elles bénéficient, ou bien par des hausses de réglementation et d'impôts visant les mieux nantis? Dans sa quête de solutionner la crise de dette souveraine et bancaire, l'Europe a aussi fortement affaibli son économie et créé un nombre très élevé de chômeurs. La distribution inégale du coût, géographiquement et socialement, est la plus grande menace de l'Union européenne. En Grèce et en Espagne, le taux de chômage excède 25 %, le même niveau qu'aux États-Unis au pire de la Grande Dépression des années 30. En Italie, Portugal, Grèce et Espagne, plus d'un tiers des moins de 25 ans est sans emploi, la population traditionnellement la plus socialement explosive. Il est difficile de voir comment la stagnation et le chômage à ces niveaux peuvent perdurer encore longtemps sans commencer à produire une opposition significative qui poussera à la formation de mouvements politiques ou qui forcera les gouvernements en place à déchirer le contrat européen. C'est le modèle même de l'État nourrice qui est menacé, là où il est présent en Europe plus que partout au monde. À chaque année, mon principal souci dans la préparation de cette allocution est de trouver mon sujet. Pas en 2009, alors que la crise financière de 2008 a facilité cette tâche tellement elle a focalisé l'intérêt de tous. Mais depuis ce temps, l'économie et les marchés occidentaux sont en processus de digestion. Le repas au restaurant a beau être spectaculaire et mériter d'amples discussions, il reste que sa digestion n'attire pas vraiment l'attention. Bien sûr, je parle un peu des États-Unis, de l'Europe, du Japon et du Canada. Mais je tiens à revenir encore cette année sur un groupe de pays qui sont encore à table et le seront pour longtemps encore. On a critiqué notre investissement dans les marchés émergents en 2011, alors que ceux-ci connaissaient une contre-performance par rapport aux États-Unis, par exemple. Mais prenons, voulez-vous, un peu de recul et de perspective. Au cours des derniers 10 ans, date qui correspond approximativement au début de nos investissements dans les marchés émergents, 100 $ canadiens investis il y a 10 ans aux États-Unis valaient 102 $ 10 ans après, 105 $ en Europe et au Japon et 228 $ dans les marchés émergents. Au cours des 10 dernières années, la performance annuelle des marchés émergents a terminé première 6 fois sur 10 et 2 fois deuxième. Par opposition, les États-Unis ont fini premier une fois en 10 ans et dernier 3 fois. Donc, le rendement substantiellement supérieur des marchés émergents est un des faits saillants de la dernière décennie et aucun gestionnaire qui y a investi depuis ce temps n'a à le regretter aujourd'hui.